Bonsoir à tous. Bienvenue à l'équipe de Zouk TV, bienvenue sur l'émission de santé de Zouk TV. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir une partie de l'équipe de l'ANP de la Martinique. Elles vont se présenter. Nous allons pouvoir parler un peu de l'SOS que toute la population a entendu sur les réseaux, qui fait qu'il y a eu quand même beaucoup de soutien de la part de la population. Donc nous allons commencer par le docteur Bichara qui va se présenter l'ANP. Très bien. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Et bonjour à toutes les personnes, tous les spectateurs qui nous regardent. Donc, je me présente, Dr Bichara Petit. Je suis médecin biologiste spécialisé en assistance médicale à la procréation. Donc, effectivement, nous sommes une équipe, comme vous l'avez bien notifié. Une équipe de plusieurs gynécologues, de sages-femmes, de secrétaires, de techniciens, de biologistes. Et donc en fait on travaille ensemble afin de répondre effectivement à plusieurs problématiques sur le territoire de la Martinique. Et je suis venue aujourd'hui avec deux de mes confrères, donc que je vais laisser se présenter et puis après on parlera effectivement du centre. Tout à fait. Un petit tour de table. Bonjour, donc moi je suis Constance Duperrier, je suis sage-femme au centre d'ANP. Depuis fin 2023, j'ai rejoint le centre. D'accord, bientôt 2 ans. On va terminer par le médecin. Bonjour, donc moi je suis le docteur Vercruis Dreux, je suis gynécologue et j'ai rejoint le centre de l'ANP depuis 1 an, avril 2024. D'accord. Donc vous allez nous présenter un petit peu le principe de l'ANP pour la Martinique, où on en est, quelle est l'évolution, comment vous en êtes arrivé là, est-ce que ça existe depuis combien d'années? Parce que j'ai bien compris entre 1 an, 2 ans à peu près. Alors, c'est vrai que déjà dans un contexte, on va mettre un contexte beaucoup plus global. Il faut savoir que dans le monde, il y a un couple sur 6 qui est atteint d'infertilité. En France, il y a bien un couple sur 4 atteint d'infertilité et le rapport effectivement de mes confrères en Hexagone a bien démontré qu'il y avait 3,3 millions de personnes atteintes de cette pathologie. Et ça devient vraiment une problématique de santé publique en France. Et c'est pour cela qu'il y a eu l'appel du président Emmanuel Macron concernant effectivement le réarmement démographique. À partir de là, effectivement, en Martinique, donc, le centre d'assistance médicale à la procréation existe depuis une 30aine d'années, clairement. Mais en fait, il y a eu beaucoup de rachats, de modifications d'entreprises qui passaient en entreprise. Enfin, voilà, il y a eu pas mal d'évolutions. Et effectivement, le centre actuellement, il est basé 9 rue des Hibiscus à Clairières, sur Fort-de-France. Et il existe depuis 2021, fin 2021. Concrètement, donc au sein de ce centre, on accueille effectivement donc les couples atteints d'infertilité. Donc, je ne sais pas si les spectateurs savent un peu la fertilité. En gros, qu'est-ce que c'est? Un bref rappel. Voilà, ça va permettre de savoir un peu plus. En gros, la fertilité, c'est vraiment les couples qui essayent d'avoir un enfant depuis au moins 1 an et qui n'y arrivent pas avec des rapports fréquents. D'accord ? Donc au moins 2 rapports par semaine. Effectivement, donc on les prend en charge, ces couples infertiles. On prend actuellement depuis 2024 en charge les femmes seules, les couples de femmes, donc avec notre parcours de tiers donneur, mais ça on rentrera plus dans les détails. Et après, depuis 2024 également, on fait ce qu'on appelle la préservation de fertilité, qu'elle soit sociétale ou médicale. C'est-à-dire médicale, c'est avec une indication médicale, je pense que mes confrères vont en reparler. Et sociétale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication médicale, mais une personne qui se présente au centre AMP peut tout à fait congeler de manière préventive ses gamètes, c'est-à-dire soit ses ovocytes, ou communément dit ovules, ou ses spermatozoïdes, s'ils sont bien dans la tranche d'âge limite que la loi nous a indiqué. À peu près, la tranche d'âge, à peu près laquelle? Alors pour la sociétale, concrètement, en fait, on peut congeler ses ovocytes de 18 ans à 37 ans.
mais c'est jusqu'au 37e anniversaire. C'est-à-dire que C'est précis, hein? ah ouais, en gros 36 ans et la veille de son anniversaire. 6 ans et quelques mois. C'est ça. Donc là, c'est pour la sociétale chez la femme. Oui. Et pour l'homme, c'est de 18 à 45 ans. Ah, ça va jusqu'à 45 ans quand même. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir, parce que dernièrement, j'ai trouvé une discussion, j'avais écouté que c'était 42, 45, ça va. Et actuellement, en Martinique, vous avez un gros panel de couples au niveau statistique à peu près? Alors là, par exemple, en 2024, on a pris en charge 260. On a eu 260 tentatives de fécondation in vitro classique ou de fécondation in vitro par micro-injection. En gros, c'est qu'on a répondu à l'appel d'un parcours intraconjugal d'infertilité, de couple. Mais en plus, on a fait une vingtaine de congélations ovocytaires pour des raisons médicales ou sociétales, en sachant qu'on a commencé à la mi-2024, donc juin. Donc voilà, c'est une vingtaine sur un milieu d'année. Et on a fait une vingtaine de congélations également de sperme qui, concrètement, il y a beaucoup d'indications médicales dans ce contexte-là. On a très peu d'hommes qui viennent au centre AMP juste pour congeler du sperme de manière sociétale, on va dire. Ça peut se comprendre, on est quand même un petit département où il y a déjà des habitudes, des traditions. Et puis, quand vous avez parlé de congélation, bon, pour que la population puisse un peu se mettre au niveau des informations, combien de temps ça peut durer une congélation? Alors, en fait, il y a des examens. Donc la personne a un premier rendez-vous, en général donc avec la sage-femme, telle que Constance. Ensuite, il a un rendez-vous avec un des gynécologues, donc AMP, tel que Dr Vercuis. Et après, effectivement, il me voit en consultation en tant que biologiste AMP. Et dès qu'il a son rendez-vous, il a fait les analyses qu'il faut, parce que bien entendu, on est une activité très encadrée. Donc il y a pas mal d'analyses obligatoires à faire. Alors pas mal, c'est pas énorme. Oui, parce que quand vous mettez pas mal, ça peut amener à un petit découragement. Non, c'est vraiment, en fait, c'est des sérologies, des prises de sang, un examen de sperme, pour les hommes notamment, qu'on appelle un spermogramme. Donc c'est une étude du sperme. Donc on regarde le nombre de spermatozoïdes, est-ce qu'ils bougent bien, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils nagent bien, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils ont une belle tête. Donc on regarde tous ces paramètres. Et effectivement, après, on fait aussi une analyse bactérienne. Et après avoir eu toutes ces analyses-là, en fait, on donne le rendez-vous de congélation qui se fait sur une journée. En général, on peut donner grand maximum 2 rendez-vous. Concrètement, quand je dis une journée, c'est-à-dire que le patient est présent au centre à peine 1 heure. Donc, ce n'est pas vraiment... Voilà. Donc, quand on commence la consultation, on commence avec vous. C'est comment ça se passe? C'est une consultation d'1 heure, 2 heures, c'est ciblé? Oui, alors c'est une consultation qui dure quand même, je dirais, ça dépend si c'est une consultation d'infertilité de couple, auquel cas l'idéal c'est vraiment qu'il y ait les 2 membres du couple et pas que la femme qui vient ou que l'homme, ça peut arriver aussi. Et si c'est pour une préservation de fertilité, du coup c'est une consultation individuelle, donc c'est une consultation de 30 minutes plus courte. Mais du coup, quand c'est une consultation à fertilité du couple, les 2 membres du couple viennent, soit déjà adressés par un professionnel, leur gynécologue de ville, leur sage-femme, leur médecin traitant, soit parfois c'est leur propre démarche parce que ça fait peut-être des années qu'ils essayent de concevoir et puis on leur a indiqué le centre de PMA et il y en a qui arrivent sans jamais avoir consulté et déjà réalisé des examens. Donc tout va dépendre de où se situe le couple déjà dans sa démarche d'aide médicale à la procréation, parce qu'il arrive aussi qu'il y ait des couples qui aient déjà réalisé des tentatives en métropole et qui reviennent sur la Martinique et donc qui souhaitent poursuivre leur parcours ici. Donc voilà, c'est pas du tout la même temporalité pour les uns et pour les autres. On commence à comprendre un peu mieux le parcours. Parce qu'en fait, c'est un parcours sur 3 personnes à 3 niveaux différents. Oui, mais vraiment, l'idée, c'est, avec la sage-femme, l'ouverture du dossier. On prend toutes les informations. Ce qui a été fait, on note tout. Ce qui n'a pas été fait, on prescrit
pour ensuite que les couples ou les femmes puissent être reçus dans un second temps par le docteur gynécologue qui là aura l'ensemble des informations et pourra avancer davantage dans les traitements nécessaires. D'accord. Madame le docteur gynécologue, oui, c'est votre partie. Quand ils arrivent vers vous, donc ils sont déjà partis. Effectivement, on prend la suite de Constance ou des autres sages-femmes de l'équipe qui nous permet déjà, nous, d'avancer pour établir un diagnostic parce que les infertilités peuvent avoir différentes causes. On a des infertilités qui seront d'origine inconnue, mais on a aussi des infertilités qui peuvent venir de madame avec des problèmes au niveau de tronc bouché, d'endométriose, de différentes causalités, de problèmes de diminution de la réserve ovarienne, même chez des femmes qui sont jeunes, malheureusement. On va analyser aussi chez les hommes s'il y a des problèmes au niveau du sperme, donc de la qualité, de la quantité, qui vont nous conduire à faire des examens complémentaires parce que c'est important aussi de pouvoir expliquer et de prendre en charge s'il y a des causes sur ces infertilités pour accompagner aussi nos patients et nos patientes dans cette prise en charge-là de pathologies qui peuvent être aussi découvertes lors d'un bilan d'infertilité. Et une fois que tous ces bilans sont validés, et que les bilans sont complets, on va présenter de façon collégiale le dossier de chacun des couples ou des femmes seules ou des hommes qui viennent seuls pour des préservations de fertilité de façon collégiale, donc avec les médecins gynécologues de l'équipe, les sages-femmes de l'équipe, les biologistes. Il peut y avoir aussi d'autres intervenants extérieurs, quand il y a des problèmes d'infectiologie, on a des contacts avec le professeur Cabrier de l'infectiologie. On peut avoir des cas où il y a des problèmes d'oncologie, donc on peut faire appel à des oncologues. Voilà, donc pour décider et de la meilleure option de parcours de prise en charge qui peut être proposée aux personnes que l'on a en face de nous. Une fois que donc ce staff a lieu une fois par semaine, on est aussi en contact avec la Guadeloupe par rapport à effectivement le sécos de Guadeloupe, puisque toutes les préservations au niveau des spermatozoïdes se font au sécos et qui n'existent qu'en Guadeloupe. Donc tous les parcours de femmes seules, tous les parcours de couples de femmes avec tiers donneurs, comme expliquera le docteur Bichara tout à l'heure, sont en relation effectivement avec le sécos de Guadeloupe, avec une démarche particulière. Donc ensuite, on informe les couples ou les patients et les patientes de la décision du staff, qui des fois peut être malheureusement des refus. C'est ce que j'allais demander. D'accord, ça existe, c'est rare, mais ça existe parce qu'il y a l'assistance médicale à la procréation, c'est pas un enfant à 100%, il faut vraiment en avoir conscience. Ça ne permet que d'améliorer un pourcentage de chance de fertilité spontanée, d'accord ? Donc c'est un accompagnement et ça c'est vraiment très très important à comprendre. Donc il y a des critères et on sait des critères nationaux, que c'est pas uniquement départemental, qui font que malheureusement on va refuser la prise en charge de couple parce qu'on sait qu'on n'aura pas malheureusement de bons résultats à attendre avec eux et à leur proposer, en tout cas à leur faire espérer, et ça peut aller vers d'autres prises en charge un peu plus compliquées, mais du don d'ovocytes, du don de sperme, du double don. Vous avez d'autres choses à leur proposer? Pas en métropole, mais sur des centres qui peuvent être en Europe, qui peuvent être à la Barbade, voilà. Et ensuite on revoit donc les couples où le staff a accepté le dossier pour justement préparer les stimulations, les protocoles de stimulation et donc la ponction ovocytaire, puisque ça commence par là. Une stimulation, ça dure à peu près une douzaine de jours. Ce sont des injections sous-cutanées qui sont donc faites dans le ventre, un peu comme les stylos des personnes qui sont diabétiques, pour peut-être donner un exemple à la population. Et qui sont heures précises, c'est ça? Oui, c'est le soir en général, pas stricto sensus, mais plutôt en fin de journée, qu'ils font eux-mêmes ou avec une infirmière, ou des fois c'est le compagnon ou la compagne qui fait les injections.
Et c'est un protocole qui est très encadré parce que on voit les dames toutes les 48 heures à partir du 8e jour, on va dire, de stimulation avec des prises de sang. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu lourd, mais ça nous permet d'évaluer que tout se passe bien, que la cohorte des follicules grossit bien pour avoir une réponse optimum le jour du prélèvement des ovocytes. On va continuer notre entretien au niveau de justement l'AMP et Dr Bichara va nous expliquer un petit peu au niveau de l'âge qui est très important, donc on vous écoute. Donc oui, alors il faut savoir qu'en fait, depuis la loi de bioéthique de 2021, la France a mis des âges pour accéder à l'assistance médicale à la procréation en France. Donc il faut savoir que, par exemple, pour une ponction ovarienne, c'est possible jusqu'au 43e anniversaire de la femme. Après, malheureusement, on ne peut plus faire de ponction ovarienne. Pour l'homme, concrètement, recueillir les gamètes d'un homme, c'est possible jusqu'à ses 60 ans. Donc c'est pour ça que l'on dit aux couples qui viennent nous voir en consultation ayant un projet parental, donc les couples hétérosexuels, concrètement, on peut les prendre que si madame a moins de 43 ans et monsieur a moins de 60 ans. On a mieux compris là, voilà, parce que je me posais les questions sur la tranche d'âge. Exactement. Pour tout ce qui est parcours donc de préservation de fertilité, la préservation de fertilité, quand elle est effectivement médicale, donc c'est-à-dire qu'il y a soit une pathologie qui entraîne une diminution de la fertilité chez la personne ou une prise en charge thérapeutique qui va entraîner, et on en est sûr grâce à pas mal d'études scientifiques, une chute de la fertilité du patient. Effectivement, on peut préserver sa fertilité en congelant pour la femme les ovocytes jusqu'à ses 43 ans, donc 43e anniversaire, et chez l'homme jusqu'à 60 ans. Donc là, c'est pour la préservation de fertilité médicale. Concernant la préservation de fertilité sociétale, effectivement, donc toute femme en âge de procréer, c'est-à-dire entre 29 et 37 ans, peut se présenter au centre AMP en nous demandant de congeler ses ovocytes. C'est n'importe qui. N'importe qui. D'accord, c'est bon à savoir. Et pour les hommes, c'est de 29 à 45 ans. Donc pour congeler les spermatozoïdes. Donc effectivement, comme l'expliquait ma collègue Dr Vercruis-Dreux, on collabore avec le CECOS de Guadeloupe concernant le parcours tiers donneur. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes seules et les couples de femmes, bien entendu, elles ont besoin d'un don de sperme. N'étant pas effectivement un centre, une structure publique, nous n'avons pas l'autorisation légale de faire le don. D'accord. Alors je précise bien, faire le don, qu'est-ce que c'est ? C'est congeler les gamètes, donc soit les ovocytes, soit les spermatozoïdes de donneurs. Mais nous avons le droit d'utiliser ces gamètes de donneurs pour faire de l'assistance médicale à la procréation. Toute la nuance est là. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment la limite entre donner et utiliser. C'est ça. Ok, je comprends mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas une banque. Oui, voilà, c'est ce que j'allais demander. C'est dans ce sens-là. Voilà, on n'est pas une banque. Donc en fait, on collabore avec la Guadeloupe qui, eux, sont une banque, effectivement, de donneurs, qui nous attribuent les paillettes de donneurs. Alors les paillettes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les échantillons, en fait. Des échantillons de donneurs qu'on peut utiliser par la suite pour répondre à un projet parental de ces patients. Par rapport au fait qu'ils sont en Guadeloupe au niveau de la banque, on reçoit des couples de Guadeloupe ou bien il y a aussi un service d'AMP, enfin un centre d'AMP en Guadeloupe? Alors, il y a un centre d'assistance médicale à la procréation en Guadeloupe, d'accord, mais concrètement, en fait, c'est surtout pour répondre à la demande de la population martiniquaise. Ouais, donc, en gros, ce sont nos patientes, effectivement, qui font la demande auprès de notre centre et nous contactons le centre de Guadeloupe pour savoir s'ils peuvent attribuer des donneurs
pour tel patient. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé, la coopération. Il n'y a pas eu d'effroi, on vous a dit que c'est pas possible. Jusqu'à présent, non. Vraiment, il n'y a pas de souci. On s'entend très bien avec le centre de Guadeloupe. Et au contraire, étant les deux centres uniques des Antilles, concrètement, on s'entraide. S'il y a le moindre souci, on essaye d'aider l'autre. Un partenariat efficient. Parce qu'au niveau sanitaire, on en a besoin quand même. Hein. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un couple qui vient, qui commence par exemple avec vous au niveau de la consultation préalable et qui va voir le médecin au niveau gynécologie, puis qui tout à coup vous dit que bon, ils s'arrêtent là, ils vont plus, ou bien c'est pas encore arrivé. Quand ils viennent, ils sont vraiment prêts pour ça. Parce que bon, c'est comme partout, on peut commencer et puis se dire qu'au fur et à mesure qu'on entend les nouvelles, se dire bon, eh bien, j'étais pas prêt pour ça, je repars et puis on reviendra après. C'est pas encore arrivé. Non, si, ça arrive. Si, régulièrement et à tous les moments. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont même pas vraiment commencer le parcours parce que dès le début, ça leur semble pas possible en termes d'organisation ou même de coûts financiers. Et puis, il y en a, ils s'arrêtent au bout d'une, deux tentatives parce que le vécu psychologique de la prise en charge, c'est compliqué, surtout en cas d'échec, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Il faut vraiment derrière se dire, bon, eh bien, on va peut-être avoir à recommencer plusieurs fois. Parce qu'au début, l'AMP, c'est souvent vu comme quelque chose de salvateur, quelque chose qui va nous sauver de notre pathologie. Mais comme l'a dit le docteur Anne-Gaëlle Vercruys-Dreux, eh bien, c'est pas du 100% et au bout d'un moment, le parcours peut devenir quelque chose de contraignant. Ouais. D'accord. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui s'est passé pour votre agrément? Parce qu'on a vu passer votre appel à l'aide pour dire que vous alliez fermer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez une carence de patients ou bien il y a eu un souci de finances? C'est à quel niveau que vous avez eu votre difficulté? Parce que mine de rien, Guadeloupe, Martinique, ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on devrait avoir et qu'on devrait pouvoir garder. C'était à quel niveau la difficulté de Alors, garder c'est pas une difficulté d'agrément. D'accord. En fait, tout ce qu'on parle agrément, autorisation, c'est l'agence régionale de santé qui nous donne l'autorisation de pratiquer ces activités. Alors bien entendu, c'est comme je vous le disais, hein, c'est très réglementé. On a des visites de l'ARS, des visites du COFRAC, donc on est vraiment très très surveillé à ce niveau-là pour que tout le process se passe correctement et qu'il n'y ait aucun souci. C'est normal, il faut un cadrage. Exactement, donc, comme pour toute activité médicale, n'importe quel établissement doit être... voilà. Concrètement, en fait, la difficulté n'était pas forcément au niveau des autorisations, puisque comme je vous l'ai expliqué, on offre quand même pas mal de parcours aux patients. Mais la difficulté était vraiment sur le fait qu'on soit limité sur certains points. Et c'est pour ça que une des directions avait décidé effectivement de fermer dans ces conditions-là. Et ce qui a permis en tout cas de mettre les choses à plat et entre les directions, entre l'agence régionale de santé et là il faudrait, pour avoir des précisions, il faudrait plus leur poser la question, puisque c'est eux qui participent aux réunions et aux décisions. Nous sommes sur le terrain, mais en tout cas, ce qu'ils nous ont dit concrètement, ça permettra surtout d'optimiser le parcours des patients. Et nous, c'est notre principal objectif, c'est de répondre effectivement à la demande des patients en Martinique et d'optimiser, c'est-à-dire de diminuer le délai de prise en charge des patients. Et par exemple, aujourd'hui, on est à un délai de à peu près 3 mois d'attente entre le fait que le dossier soit accepté et la programmation de la ponction, par exemple. Donc et on aimerait ça vous le leur dites à l'accueil, donc ils le savent. Exactement. Et concrètement, nous, notre objectif, ça serait idéalement de le réduire à 1 mois. Parce que c'est possible à la base. C'est possible. C'est pas impossible. Voilà. Ce n'est pas impossible. C'est bien de le savoir, vous donner des espoirs, parce que c'est vrai que 3 mois, ça fait quand même assez long. Mais alors, bon, quand on n'a pas le choix, on nous dit 3 mois, bon, on arrive déjà avec beaucoup d'espoir et tout, donc ça dit 3 mois, on peut attendre encore 3 mois. Mais si effectivement il y a une possibilité que ce soit réduit à 1 mois, c'est une bonne nouvelle, enfin, c'est quelque chose de bien de le savoir. Moi j'ai l'habitude de dire, si je peux me permettre, que
Effectivement, 3 mois, quand on est dans un projet de grossesse et que ça n'arrive pas depuis déjà des années, c'est énorme. Mais ça reste quand même relativement court par rapport à aussi d'autres centres de métropole où il y a des fois 1 an d'attente. Oui, parce que je me suis renseignée, effectivement, voilà. C'est très Après, long. la population et le volume de demande n'est pas forcément le même, mais on a quand même une file d'attente de patientes et de patients et de couples qui est de plus en plus importante. Et donc, effectivement, c'est en tout cas de maintenir et de ne pas avoir des délais qui soient plus importants. Après, ce qui peut être un peu compliqué pour les couples, et il faut en avoir conscience, c'est que, comme disait le docteur Bichara-Petit, il y a une batterie d'examens avant qui est très protocolaire, qui est imposée par l'Agence de biomédecine, la Haute Autorité de Santé, qui est incompressible pour nous, avec des délais, ou quand les couples, par exemple, arrivent, avec en particulier pour les messieurs, des spermogrammes qui sont déjà faits, il faut qu'ils datent de moins de 6 mois, donc il faut refaire, et puis il faut que ça... Voilà, donc ça peut paraître très frustrant pour les couples, pour nous aussi d'ailleurs, parce qu'on se dit, mince, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, donc des fois on capte l'agressivité, entre guillemets, si je peux me permettre, la désolation des couples en disant, mais il faut encore refaire. On est tributaire de ça, c'est la loi, on peut rien, et ça c'est long. Par contre, ça peut être long parce que ça peut mettre, on va dire 6 mois, le temps d'avoir tous les bilans. Après, ça s'accélère au niveau une fois que le staff est passé, mais c'est imposé par des réglementations où il faut qu'on ait 2 spermogrammes, il faut qu'on ait... Voilà. Et puis après, il y a des examens qui sont à faire, des prises de sang, donc ça c'est facile. Il y a des examens. À ce stade-là, on doit se dire que la prise de sang c'est le plus simple. Il y a des examens sur les trompes, la perméabilité des trompes. Donc maintenant il y a différentes techniques qui permettent d'accéder à des rendez-vous un petit peu plus rapides, avec différents radiologues et gynécologues sur l'île qui s'ouvrent aux techniques. Donc ça permet effectivement d'augmenter les plages de disponibilité. Mais c'est vrai que c'est cette partie-là qui peut être effectivement longue pour les couples et difficile, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que dans l'équipe il y a on essaye d'accompagner au mieux. Constance fait de l'hypnose aussi, elle accompagne beaucoup. On a une sage-femme, Mme Rousseau Isabelle, qui fait aussi de l'acupuncture. On a une sexologue, pour essayer d'accompagner tous oui, parce qu'il y a la partie les personnes. psychologique et puis la partie frustrante, parce que c'est vrai qu'on vous voit comme le bon Dieu, quand on arrive comme ça, on se dit c'est peut-être ma dernière chance, ou je vais essayer. Surtout que maintenant aussi, on a la chance de ne pas partir, parce qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, s'il faut encore aller payer des frais et puis aller s'isoler combien de mois en Europe ou ailleurs, on est content d'avoir ça chez nous quand même. Moi, je leur dis souvent, quand ils arrivent, c'est pas un sprint, ça va être plutôt un marathon. Donc étape par étape, à tout moment. Et j'en profite peut-être pour rappeler, quand tu parlais des dates pour les examens, mais aussi du virus Zika et du fait que les couples, s'ils voyagent dans la Caraïbe, aux alentours, notamment pour les hommes, ils doivent attendre 3 mois avant de pouvoir reprendre un parcours AMP s'ils ont fait un voyage dans la Caraïbe autour, à cause du virus Zika, qui peut être responsable en cas de grossesse et de contamination de certaines malformations par la suite pendant la grossesse. Donc il y a aussi cette contrainte géographique. Alors Martinique, Guyane et Guadeloupe ne sont pas concernés, mais c'est vrai que les couples qui sont partis en Dominique, à Sainte-Luce, toutes les croisières, c'est ce que j'allais dire, c'est la mode des croisières, donc là il ne faut pas partir en croisière. Et donc parfois annulation des vacances. La population, il faut vraiment retenir. C'est vraiment un message à passer. Pas en croisière, sinon ça va rallonger le délai. Pas dans la Caraïbe en tout cas. Ah oui, d'accord. Et les États-Unis non plus. Et pas aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, parce que c'est plus près maintenant, de plus en plus on y va. Les couples ont le droit de voyager en Europe, en Guyane française et en Guadeloupe. Donc, mine de rien, il y a la partie, il y a contraignant, on pense aux examens, mais il y a contraignant dans la vie elle-même, dans sa vie elle-même. On dit qu'au bout d'un moment, la PMA, c'est la 3e personne dans le couple. Il faut vraiment s'accrocher, en fait. Et en même temps, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a de la chance d'avoir chez nous le centre. Moi, je dis, c'est déjà une chance en plus pour nous, parce qu'il y a de plus en plus certaines pathologies ou certaines choses. Vous entendez de plus en plus les gens dire, il faut que je parte, et des fois, il faut même de la
la famille qui part avec. Donc ici, même si on nous dit, bon, il ne faut pas partir en croisière, bon, moi je dis que s'ils viennent déjà vers vous, c'est qu'ils ont déjà quelque part préparé le terrain et qu'ils savent très bien qu'ils mettent toutes les chances de son côté. Et puis s'ils ne le savent pas, ben, vous le leur apprenez. Et puis voilà, ça leur fera attendre encore un peu plus. Et puis l'émission permettra peut-être à certains de se dire, bon, ben, les croisières, là, si vraiment on veut y aller, ben, il faut qu'on programme la croisière après ou longtemps avant. C'est des informations qu'il faut savoir. Des fois, si on se contente des rumeurs, on pense que les choses sont faciles, alors qu'en fait, non. C'est vraiment toute une programmation, tout un déroulé, et ça permet aux gens d'être plus près. Moi, je sais que j'ai eu des connaissances qui, ne serait-ce que pour l'injection du soir, c'était compliqué, hein, mine de rien. Il y a des phobies aussi derrière ça. Hein. Moi, je connais quelqu'un, pour l'injection du soir, il fallait 1 heure. Alors justement, on a fait un travail avec les infirmières du secteur de la Martinique, celles qui étaient intéressées et disponibles sur les horaires parce que c'est fin de journée, début de soirée, entre 19h et 21h, voire parfois un petit peu plus tard. Un réseau, en fait, une liste d'infirmières dans les différents secteurs de la Martinique et qu'on propose cette liste aux patientes pour qu'elles puissent avoir au moins une infirmière qui a été formée du coup par le centre AMP en rappelant les bonnes pratiques, les indications. Voilà. Et puis ça peut rassurer parce que quelquefois, un mari n'a pas toujours envie de faire une injection à sa femme. Hein, et vice-versa, des fois quand il s'agit de se piquer soi-même, l'aiguille, on la garde comme ça dans la main. Et puis 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on est encore là parce qu'on se dit allez, vas-y. Et puis non, c'est une contrainte. Parce que, enfin, quand je dis une contrainte, je dis c'est une implication. Je crois que c'est le mot qu'il faut dire. Parce que pour un couple, ça peut aussi rapprocher le couple pour lui dire bon, on va ensemble. C'est une bataille pour nous deux, un challenge pour nous deux. Et c'est pas mal. J'allais vous demander au niveau de la Martinique, ne serait-ce que pour l'année 2024, vous avez à peu près des statistiques du nombre de couples à peu près ou pas? Ils sont nombreux ou... Alors, au niveau des consultations, on est à peu près 400 couples pris en charge. Après, au niveau donc, des ponctions, donc des tentatives même, on était à 260 FIVIXI. Au niveau des inséminations, parce que je n'ai pas parlé des cas des inséminations, c'est vrai au niveau de l'âge. Concrètement, en fait, on fait une trentaine d'inséminations. On en a fait une trentaine en 2024. Et en fait, il faut savoir que pour les inséminations, concrètement, la limite d'âge, pour la femme, c'est entre 18 et 45 ans. Et pour l'homme, c'est entre 18 et 60 ans. Oui, c'est sûr. Donc, les hommes, la longévité, hein, c'est quelque chose. Oui, malheureusement, il faut savoir que les femmes, concrètement, on a une horloge biologique. Hein. On aime bien le dire. Hein. Oui, malheureusement. Et à 35 ans, notre réserve d'ovules, en fait, chute drastiquement. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop attendre. Et je sais de quoi je parle. Hein. En étant médecin, on a fait je ne sais plus combien d'années. À 35 ans, il faut se décider. Hein. Voilà. De préférence. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, une femme qui n'a aucune indication médicale aura 25% de chance de grossesse par cycle, de manière naturelle. D'accord. En AMP, concrètement, en fait, on prolonge cette chance de grossesse mais à des âges beaucoup plus poussés qu'en spontané. Comme je vous disais, à 35 ans, notre réserve, elle chute. Nous, jusqu'à 40 ans en AMP, là, actuellement, au sein du centre AMP, on a 36% de chance de grossesse, jusqu'à 40 ans. Après, malheureusement, 40 ans, ça chute également, même en assistance médicale à procréation. Donc, il faut vraiment pas tarder et se rendre compte qu'effectivement, l'âge monte. À la limite, que les couples viennent congeler leurs ovocytes ou leurs spermatozoïdes de manière préventive. C'est-à-dire qu'après, on va les réutiliser si dans 5 ans ou là où ils se disent « c'est bon, je suis prêt » et ils n'y arrivent pas de manière spontanée. Ça peut être aussi une solution.
on va Moi, dire. je dirais qu'on a quand même donné pas mal d'informations là cet après-midi parce que bon, au niveau de l'âge, c'est important. On va arriver au terme de l'émission, hein, ça passe très très vite. Et j'espère que mesdames, vous avez retenu quand même que c'est 35 ans, attention, l'horloge elle tourne et qu'il faut essayer de ne pas trop le dépasser. Mais bon, je dirais que des fois au niveau société, on ne choisit pas toujours. Hein. Je dirais que plus ça va, plus les mois et les années passent un peu très très vite là maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui a changé parce que maintenant vous avez la fin d'année, tout à coup on est déjà en avril et en mai, on n'a rien vu passer. Donc quelque part il faut être vigilant et je dirais que tout ce qu'on a comme processus positif sur notre département, l'idéal c'est de pouvoir le garder. Hein. Donc j'espère pour mesdames, chers docteurs et madame, qu'on va pouvoir garder la MP chez nous parce que c'est important, je dirais. Moi je dis que ça fait partie de nos forces vives de pouvoir permettre à ceux qui vivent ici de rentrer dans un circuit, d'être chez eux pour le faire. Parce que mine de rien, ça donne quand même un potentiel différent de dire, bon, ben, je vais à Clairière, je sais que je vais passer 1 heure, 2 heures, je rentre chez moi après, puis on entre dans son cocon de vie. Et surtout retenir que les injections, il y a des horaires aussi pour les faire, que c'est pas à midi ni à 13 heures. On a tendance aussi à oublier ça. Voilà, mais je vous remercie de votre visite et puis je vous souhaite bon courage pour la suite. Hein. Et à bientôt les téléspectateurs pour notre émission de santé.